Merci beaucoup d'être venus si nombreux pour notre deuxième conférence de la saison. Si nombreux à la fois en présentiel et à distance. Vous êtes beaucoup aussi à nous suivre en ligne, donc c'est un grand plaisir. Et à nous suivre en salle Europe aussi en distanciel, donc bonjour à tous. Nous recevons aujourd'hui Étienne Klein qui est astrophysicien, philosophe des sciences et qui est directeur de recherche au commissariat à l'énergie atomique. Donc un homme passionnant qu'on a le plaisir d'accueillir aujourd'hui à Tribune pour donc cette deuxième conférence de la saison. Donc je vous prie d'accueillir Étienne Klein. Merci beaucoup. En ouverture de votre tract Le goût du vrai, paru le 2 juillet dernier, vous rappelez un sondage de mars 2020 du journal Le Parisien qui posait la question suivante. À votre avis, la chloroquine est-elle un remède efficace contre le Covid-19 ? À cette question, seuls 20% des sondés déclarent ne pas avoir la réponse et 80% affirment avoir la réponse à une question que les chercheurs eux-mêmes n'ont pas tranchée. Comment expliquez-vous cette tendance actuelle à vouloir mettre les sciences sous la coupe de l'intuition, du sens commun et des préjugés ? Précisément, si j'ai écrit le tract, c'est parce que je n'ai pas compris. Je n'ai pas d'explication. Ça dépasse mon entendement. C'est-à-dire, que vous l'avez rappelé, le sondage date du 5 avril. 5 avril, c'est très peu de temps après plutôt le début de l'épidémie. Et comme vous le savez, pour démontrer qu'un médicament est efficace dans le cas d'une maladie dont on sait qu'on peut guérir dans 98% des cas sans traitement, montrer qu'un traitement est efficace, c'est très compliqué, il faut de la statistique. Sauf à confondre, ce qui est une sorte de péché contre l'esprit, corrélation et causalité. Parce que si vous avez quelqu'un qui est malade, vous lui donnez un certain médicament et vous observez qu'il guérit, qu'est-ce qui vous autorise à dire que c'est le médicament qui l'a guéri ? Puisque dans 98% des cas, on guérit sans médicament. Et cette confusion entre corrélation et causalité, c'est quelque chose d'assez grave, puisque ça trompe le jugement. À chaque fois qu'on voit une corrélation, c'est-à-dire qu'on voit une sorte d'un événement qui semble suivre un autre événement, notre esprit lit cette séquence d'événements comme une conséquence. Alors que deux événements corrélés sont des événements qui ont une cause commune, sans que l'un puisse être la cause de l'autre. Coluche, d'ailleurs, qui est ma référence philosophique absolue, dans un sketch, l'avait très bien expliqué en disant n'allez jamais à l'hôpital, on y meurt 10 fois plus que chez soi. Une autre façon de dire la même chose, ce n'est pas parce qu'il y a des grenouilles après la pluie qu'on a le droit de dire qu'il a plu des grenouilles. Et cette tendance à confondre corrélation et causalité fait des ravages dans beaucoup de secteurs, y compris politiques, puisqu'on peut manipuler les corrélations en faisant croire qu'elles sont des causalités. Par exemple, on dira, tiens, on a vu que là où le taux de migrants augmente, la délinquance augmente elle aussi. Conclusion, les migrants sont des délinquants. Or, si vous affamez le 16e arrondissement, si vous affamez le 16e arrondissement, vous verrez que les habitants du 16e arrondissement voleront des croissants dans les boulangeries. Autrement dit, c'est le fait d'avoir faim qui rend délinquant, en tout cas on peut l'imaginer, et non pas le fait d'être intrinsèquement délinquant. Il y a un sondage une corrélation qui a été étudiée par des Américains à l'université du Wisconsin. Ça peut vous intéresser compte tenu de la façon dont, si j'ai bien compris, vous occupez certaines de vos soirées. Ce qui a été démontré, c'est que les élèves dont la consommation d'alcool est la plus importante ont des résultats scolaires qui semblent moins bons que la moyenne. C'est une corrélation. La presse, voyant ce résultat scientifique, en a conclu que l'alcool rendait stupide. Ce qui n'est pas du tout ce qui a été démontré. Pour le démontrer, il faudrait prendre 100 000 étudiants qui consomment de l'alcool en abondance, les séparer en deux moitiés, 50 000 qui continuent à consommer de l'alcool, d'autres qui arrêtent, puis on voit. Et évidemment, ce n'est pas ce qui a été fait.
Et quand on voit qu'il y a cette corrélation entre consommation et mauvais résultats scolaires, il faut regarder si les élèves qui boivent ne boivent pas la veille des examens parce qu'ils sont stressés ou parce qu'ils ont d'autres problèmes dans la vie qui font que, etc. Mais mettre en cause immédiatement leur intelligence, c'est aller trop vite en besogne. Et comme aujourd'hui, avec le big data, on a accès à beaucoup de données, on peut voir apparaître toutes sortes de corrélations. Parce que le big data a cette vertu que grâce à des algorithmes, on peut voir des corrélations dans tous les secteurs et ensuite les présenter d'une façon qui peut biaiser la façon dont ces corrélations nous parlent de nos comportements. Et donc, ce qui m'avait interpellé dans ce sondage, c'est en effet la très faible proportion de gens qui ont répondu « je ne sais pas » à une question dont, à l'époque, personne sur Terre ne connaissait la réponse. Et donc, ça interroge la promptitude qui est la nôtre à nous déclarer compétents à propos de questions pour lesquelles nous sommes incompétents. Et d'une façon plus générale, il y a une sorte de décorrélation entre la militance et la compétence. Que la militance soit pro ou anti. C'est-à-dire, moi j'ai des amis qui sont, peut-être qu'on en reparlera, j'ai des amis qui sont pro-nucléaires, j'ai des amis qui sont anti-nucléaires, j'ai des amis qui sont pour la 5G, d'autres qui sont contre la 5G. On pourrait multiplier les exemples, OGM, nanosciences, etc. Mais il semblerait qu'à partir du moment où votre avis est bien déterminé, où votre position est tranchée, il semble que ça vous dédouane de l'obligation de vous instruire. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez décidé que vous êtes pour la 5G ou contre la 5G, vous n'avez même plus besoin de savoir ce qu'est la 5G. Vous pouvez être pro-nucléaire sans rien savoir du fonctionnement d'un réacteur nucléaire. Vous pouvez être anti-nucléaire sans rien savoir du fonctionnement d'un réacteur nucléaire. Et ça, c'est quelque chose qui me fascine. Je n'arrive pas à comprendre comment la militance peut se décorréler de la compétence. Et vous voyez bien que dans ces jugements, et c'était la même chose pour le sondage que vous avez évoqué, ce qui est mis en cause, ce qui est questionné par le sondage, c'est évidemment pas l'efficacité du médicament, puisque personne ne la connaît. Les résultats du sondage eux-mêmes ne disent rien de l'efficacité du médicament, puisqu'ils correspondent simplement à un sondage d'opinion. C'est un sondage qui nous dit des choses sur les croyances des Français, mais absolument pas sur le médicament qui a servi de prétexte pour les interroger. Ou alors il faudrait dire que, puisque le résultat des gens qui pensent que ce médicament est efficace était de 50%, bah que le médicament est efficace à 50%, ou dans 50% des cas, ce qui ne veut rien dire. Et donc c'est en fait ce que Gilbert Simondon, un philosophe des techniques, appelait le halo symbolique des technologies. C'est-à-dire le nucléaire a un certain halo symbolique. On l'associe à différentes images. La 5G, elle a un certain halo symbolique. Le médicament en question, il ressemblait à une sorte de potion magique promue par un druide marseillais, ce qui lui donnait un certain halo symbolique. Et ce qu'on a questionné, ou ce qu'on questionne aujourd'hui quand on fait un sondage sur la 5G, c'est absolument pas la 5G. Qui parmi vous serait capable de dire en quoi ça consiste la 5G par rapport à la 4G? C'est quoi la différence? Personne n'en sait rien. Mais le halo symbolique auquel on l'associe va servir d'argument pour exprimer à son propos une opinion. Et alors que chacun est d'accord pour dire qu'il faut un débat sur ces questions, puisque ces technologies, et tous les exemples que j'ai cités valent de la même façon, ces technologies ont un impact sur nos vies individuelles, nos vies collectives, nos façons de travailler, de penser peut-être, d'être ensemble, plus ou moins, et donc nous devons les discuter. Mais en fait, si tout le monde réclame un débat, personne ne dit comment organiser ce débat. Il y a eu des débats en France, des débats nationaux, organisés par la Commission nationale des débats publics, notamment un, vous étiez sans doute trop jeune, mais en 2010, il y a eu un débat qui a duré 6 mois sur l'usage des nanotechnologies, qui s'est déroulé dans 18 villes
de France, des villes universitaires, avec beaucoup d'intervenants, beaucoup de documents produits. Et en fait, ça a été un fiasco complet. Les réunions étaient empêchées de façon assez violente par des opposants, de sorte qu'il n'y a pas eu de débat. Et de toute façon, le public n'était pas là. Le nombre de gens qui ont cliqué pour s'informer sur les nanotechnologies, très peu. Autrement dit, on voit bien qu'il n'y a pas de lien entre le droit de savoir, qui évidemment en démocratie est parfaitement légitime. Quand un citoyen pose une question à propos de la science ou de la technologie, on doit lui répondre. Donc le droit de savoir, il est parfaitement légitime. Il faut même l'encourager. Il est non seulement légitime, mais presque obligatoire. Mais voyez bien que le droit de savoir n'implique nullement le désir de connaître. Le droit de savoir qui est gratuit en termes de temps n'implique pas le désir de connaître qui, lui, est chronophage. Si vous voulez vous former à la 5G, ou au nucléaire, ou aux OGM, vous allez devoir travailler. Je pense que la proportion de Français capables de dire ce qu'est un OGM est égale à moins de 1%. Qu'est-ce que c'est qu'un OGM? Et personne n'en sait rien. Mais la proportion de Français qui ont un avis sur les OGM, c'est 99%. Et donc c'est ça que j'essaie d'interroger en me disant, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Évidemment, tout le monde a le droit d'avoir un avis. Il ne s'agit pas de réprimer le fait d'exprimer un avis. Mais exprimer un avis, ce n'est pas du tout la même chose qu'avoir un jugement. Jugement qui correspond à une opinion qu'on aurait forgée. Avoir une opinion, c'est trop facile. Se forger une opinion, c'est déjà mieux. Et moi, j'aime beaucoup cette idée de forger une opinion, un travail de forgeron. Ça veut dire quoi, se forger une opinion? Par rapport à simplement répéter ce qu'on a entendu dire ou répéter ce que disent les gens avec lesquels on est d'accord. Se forger une opinion, c'est prendre son cerveau, le poser sur une enclume et le matraquer avec des idées que notre cerveau, ou le cerveau qu'on a posé sur l'enclume, va trouver désagréables. Des idées qui contreviennent aux idées qui contestent, disons, qui provoquent, qui malmènent les idées que le cerveau a spontanément, ses préjugés, ses idées préconçues, ses intuitions, son ressenti. On le provoque. Et une fois qu'on l'a provoqué avec tous les arguments qu'on peut imaginer, on regarde ce qu'il pense. Et ce qu'il pense, c'est une opinion qu'il aura forgée. Et non pas une opinion spontanée. Et là, j'ai parlé surtout des technologies, mais on pourrait parler de la même façon de la science. Un philosophe des sciences que j'aime beaucoup, qui s'appelle Gaston Bachelard, que vous connaissez certainement, disait faire de la science, il pensait surtout à la physique, c'est penser contre son cerveau. Contre son cerveau. Évidemment, c'est une phrase provocatrice, puisque vous pensez avec votre cerveau. Mais ce que dit Bachelard, c'est que notre cerveau, il n'est pas vraiment gréé pour s'intéresser à la vérité. Il s'en fiche de la vérité. Le cerveau, il cherche à pouvoir s'adapter aux variations de l'environnement. Et en fait, il cherche à garantir à celui qui le porte un certain confort psychique. Or, la science, elle se fout, elle se fiche du confort psychique. Elle essaie de vous dire des choses qui sont, entre guillemets, vraies. Par exemple, quand Galilée dit tous les corps, quelle que soit leur masse, tombent à la même vitesse dans le vide, il énonce une loi qui correspond à une situation qu'à son époque, personne n'a jamais vue. Et donc c'est une loi qui, pour notre cerveau, est une provocation. C'est une loi qui prétend rendre compte de la chute des corps et qui contredit l'observation de la chute des corps. On voit bien que les grosses pierres tombent plus vite que les petites pierres. Ben, toute la science est comme ça. Quand vous prenez au sérieux les phrases par lesquelles on résume les grandes lois de la physique, vous verrez qu'elles disent des choses qui, si vous y réfléchissez un peu, semblent absurdes parce qu'elles contredisent les phénomènes que pourtant elles expliquent.
Et donc, pour conclure sur cette question que vous posiez, ce qui m'a traumatisé et qui m'a conduit à écrire dans la colère presque ce tract assez court, c'est le fait qu'on a demandé pendant des mois, là, pendant la crise, à la science de se ranger sous la coupe de l'opinion, et même sous la coupe de ce qu'on appelle le bon sens. Mais la science moderne, elle s'est construite contre le bon sens. L'intuition n'est pas du tout un guide qui peut servir d'assise pour critiquer la science. J'ai rien contre le bon sens, hein. J'ai rien contre l'intuition. J'ai même rien contre les préjugés. J'ai rien contre les croyances. On en a tous. Mais ce ne sont pas des armes théoriques pour critiquer les énoncés de la science qui, depuis le XVIIe siècle, sont des énoncés qui contredisent précisément le bon sens, ou le sens commun, comme disait Bachelard. Et là, j'ai entendu pendant des mois, comme vous sans doute, des personnalités, y compris de très haut rang politique, dire cette phrase absurde: je ne suis pas médecin, ce qui est honnête. Honnêtement, on reconnaît qu'on n'est pas compétent. Je ne suis pas médecin, mais je. Le je étant très important parce qu'il est la marque d'un certain narcissisme. Alors, qui fait que ces personnes, tout en se sachant incompétentes, nous expliquent ce qu'il faut faire ou penser à propos de telle ou telle mesure ou de tel ou tel traitement. Et ça, c'est quelque chose qu'on a beaucoup entendu au mois de mars, au mois d'avril, qu'on entend moins aujourd'hui, parce qu'on a bénéficié, heureusement, d'un effet bien connu des psychologues, qui est l'effet Dunning-Kruger. Je ne sais pas si vous le connaissez. Du nom des deux psychologues américains. Pardon ? Du nom des deux psychologues américains. Deux psychologues américains de la fin du XXe siècle, qui avaient lu dans le journal un fait divers qui les avait beaucoup impressionnés. L'histoire d'un jeune homme qui avait lu quelque part que lorsqu'on s'enduit le visage avec du jus de citron, on devient invisible pour les caméras. Et donc il avait eu une idée géniale, s'enduire le visage de jus de citron et faire un hold-up. Ce qu'il a fait, évidemment il a été pris, et ça a été l'objet d'un traitement médiatique. Et Dunning et Kruger, qui lisent le journal, se demandent comment est-ce qu'un jeune homme peut être aussi incompétent, aussi bête. Ils ont fait des enquêtes dans les entreprises, interrogé toutes sortes de personnes et constaté ce phénomène qui s'énonce sous la forme d'un paradoxe, c'est que pour se rendre compte qu'on est incompétent, il faut devenir compétent. Voilà. Et donc c'est en travaillant un sujet au départ nouveau qu'on se rend compte qu'il est plus compliqué que ce qu'on avait imaginé. Et en l'occurrence, ces personnalités politiques qui écrivaient « Je ne suis pas médecin, mais je », à mesure que les semaines ont passé, se sont rendus compte qu'un nouveau virus, c'est quand même très compliqué. On ne le connaît pas. On ignore beaucoup de choses de son comportement. Il ne ressemble pas à tous ceux qu'on a déjà connus. Et donc l'expérience du passé ne suffit pas à dire ou à prédire ce qui va se passer. Et donc on a, en devenant compétent, on s'est rendu compte qu'au départ, on était incompétent. Et donc on n'ose plus dire « je ne suis pas médecin, mais je ». Il y a encore quelques personnes qui le disent, notamment ces gens qui viennent de créer une association qui s'appelle Le Bon Sens, pour critiquer ce que disent tous les scientifiques. Mais vous voyez qu'il y a là quelque chose qui interroge nos démocraties. Est-ce qu'on va vivre sous le régime de l'opinion ? Ou est-ce qu'on va tenir compte de ce que nous savons, y compris dans les périodes de crise, où il faut savoir faire la différence. Et moi, je pensais vraiment au début de l'épidémie qu'on avait une occasion historique de faire de la pédagogie. On avait l'occasion historique d'expliquer en temps réel, jour après jour, à la télévision, ce qu'est la démarche scientifique et en quoi la recherche se distingue de la science. La science, c'est un corpus de connaissances éprouvé au fil des siècles, dont les résultats sont acquis. Évidemment, on peut les remettre en cause un jour, parce qu'une information, un résultat, une expérience, une observation viennent changer la donne. Et tant que ça n'est pas le cas, on n'a pas de raison d'y revenir. Par exemple, nous savons que la Terre est ronde. Nous savons que l'atome existe.
Nous savons que l'univers observable est en expansion. Nous savons qu'au centre de la galaxie, il y a un gros trou noir. C'est le prix Nobel d'aujourd'hui. Nous comprenons la formation des trous noirs, des ondes gravitationnelles. Ça, c'est acquis. C'est de la science. Et puis, ce corpus de connaissances soulève des questions pour lesquelles nous n'avons pas de réponse connue. Et c'est pour ces questions, pour les résoudre, que nous faisons de la recherche. Par exemple, dans ma discipline, il y a une question qui tourmente tous les physiciens, c'est est-ce que le neutrino est identique ou non à son antiparticule? Bon, tout le monde s'en fiche, sauf les physiciens qui s'intéressent à cette question. On n'a pas la réponse. Donc on fait des expériences très lourdes, très longues, pour essayer d'avoir la bonne réponse à cette question. Mais vous voyez que pendant la crise en question, et je termine là-dessus, médiatiquement, on a confondu la science et la recherche. Du coup, et ça c'est très grave, puisque le public qui regarde les choses de l'extérieur voit que le statut de la vérité dans les discours des scientifiques est ambivalent. D'un côté, on nous dit que la science a accès au vrai, parce que les résultats de la science sont des résultats qui sont les bonnes réponses à des questions bien posées. Il n'y a aucune raison de les remettre en cause. Donc ils sont vrais, entre guillemets. Et puis d'un autre côté, on vous explique que la science est le doute. C'est un rapport privilégié au doute systématique. Et donc quand on mélange les deux, ça donne la science, c'est le doute. Et n'importe quel discours de n'importe quel scientifique peut être balayé par un argument s'appuyant sur l'idée que la science est le doute. Et si ça s'est si mal passé, c'est parce que, vous avez remarqué au début, quand on invitait des chercheurs honnêtes sur les plateaux de télévision, les journalistes leur posaient des questions auxquelles ils répondaient honnêtement en disant « je ne sais pas, je ne sais pas ». Pourquoi je ne sais pas? Parce que les méthodes, les protocoles sont des processus lents qui n'ont pas encore donné leurs résultats. Évidemment, quand quelqu'un dit à la télévision « je ne sais pas », à plusieurs reprises, il n'est pas réinvité. Et on va le remplacer par des gens beaucoup plus sûrs d'eux qui vont pratiquer ce qu'on appelle l'ultra-crépidarianisme, c'est-à-dire le fait de parler bien au-delà de ses compétences, de dire des choses qui vont au-delà de ce qu'on sait, et de répondre par des discours péremptoires, à l'emporte-pièce. Et quand nous sommes angoissés par une maladie qui arrive, ben ces discours péremptoires qui nous montrent des gens qui sont sûrs d'eux, ben nous rassurent. Alors justement, Monsieur Klein, vous dénoncez, comme vous l'avez déjà rappelé tout à l'heure, deux biais cognitifs dans votre tract, donc l'ultracrépidarianisme et l'ipsédixitisme. Donc pour le public, l'ipsédixitisme, c'est donc dire en gros le maître l'a dit, donc c'est vrai. En d'autres termes, pour éviter est-ce qu'on peut ne pas y voir un écueil en fait, un problème entre l'ultracrépidarianisme et l'ipsédixitisme? Justement, en d'autres termes, pour éviter de parler de ce que l'on ne connaît pas, il faut donc se renseigner, écouter les thèses des scientifiques qui en savent plus que nous, et ainsi peut-être tomber dans l'ipsédixitisme. Ce que je veux dire, c'est que nous avons compris que ce que vous dénoncez, c'est le fait de voir des commentaires sur les réseaux sociaux de personnes qui ne savent absolument pas, qui balancent quelque chose à l'emporte-pièce, le jus de citron sur le visage fait disparaître des caméras, quelque chose qui sort d'absolument n'importe où. Mais si cela vient d'un maître qui est scientifique, qui est compétent dans son domaine, qui sait ce qu'il affirme après des années de recherche, est-ce que là, on ne tombe pas dans une sorte d'ipsédixitisme sain? Alors, c'est une très bonne question. Et pour y répondre, je commencerai par dire que moi, je ne critique pas l'ultra-crépidarianisme. Vous connaissez l'expression, hein, elle vient d'un dicton latin qui est rapporté par Pline l'Ancien. Pline l'Ancien avait un cordonnier qui un jour rend visite à un peintre qui s'appelle Apelle, et le peintre a représenté un tableau dans lequel on voit des personnages. Et le cordonnier voit que les sandales de ces personnages ont été mal dessinées. Et donc, il va dire au peintre, là, tu t'es trompé, tu n'as pas bien dessiné les sandales. Donc, le peintre corrige. Et ensuite, le cordonnier, qui a pris en assurance, parce que le peintre a tenu compte de ses remarques, fait d'autres remarques.
sur d'autres détails du tableau, qui ne sont plus les sandales, mais par exemple des vêtements. Et là, le peintre lui dit non, le cordonnier doit s'arrêter au bord de la sandale. Et donc, on ne doit pas parler au-delà de son champ de compétences. Ce qui est un principe très élitiste, en fait intenable. Et nous pratiquons tous l'ultra-crépidarianisme. Quand vous allez au café discuter avec des amis, vous échangez des informations et vous parlez de choses que vous connaissez mal. Et c'est le principe même de la démocratie. Moi-même, je pratique assidûment l'ultra-crépidarianisme. Je ne parle pas que des choses que je connais bien. Bon. Et donc, il ne s'agit pas de critiquer. Il s'agit simplement d'en avoir conscience. Et lorsque on est dans une période de crise, où il y a des incertitudes qui sont répertoriées et dont il faut prendre connaissance d'une certaine façon, eh bien on doit se méfier des discours où les gens parlent bien au-delà de ce qu'on sait parce que ça engage des décisions qui peuvent être politiques. Et du coup, le rôle qu'ont les chercheurs dans ces situations de crise, ça n'est pas de remplacer le pouvoir politique, c'est d'assurer ce qu'on appelle un service de phare et balise. Il faut éclairer les politiques en leur disant deux choses. D'abord ce qu'on sait et ensuite ce qu'on ne sait pas. Et ensuite, le politique devra prendre des décisions en méconnaissance de cause. C'est-à-dire en prenant des décisions qu'on ne peut pas complètement justifier de façon rationnelle. Il faut prendre des risques. Par exemple, imaginez, vous confinez la France, vous devez décider de la date du déconfinement. Responsabilité terrible. Vous écoutez les chercheurs qui vous disent « Ouais, on a vu que la diffusion du virus est ralentie par le confinement, mais on ne sait pas dire si une personne qui a été contaminée, qui est donc tombée malade, a produit suffisamment d'anticorps pendant une durée suffisamment longue pour garantir qu'elle ne pourra pas retomber malade. On ne sait pas. » Ben, vous voyez que prendre la décision de déconfiner, c'est pas simple. Alors, vous, dans une situation de crise sanitaire comme celle-ci, comme celle qu'on a vécue avec le confinement, vous ne croyez donc pas du tout à la place d'un scientifique roi, à la manière d'un philosophe roi dans la République de Platon. Vous n'y croyez pas du tout. Non, je ne crois pas d'abord qu'on a trop donné la parole à des individualités, à des gens qui balancent des résultats sur Twitter. Non, faire de la science, c'est pas s'exprimer en son nom propre. Comme le dit Karl Popper, faire de la science, ou la science, ça consiste à organiser de façon pacifique la controverse au sein des citoyens de la communauté des savoirs. Donc faire de la recherche, c'est mettre en place, se poser des questions, inventer des protocoles pour tenter de trouver une réponse. Et une fois qu'on a des éléments de réponse, on les présente à d'autres chercheurs qui se posent les mêmes questions ou qui travaillent dans des champs voisins. On discute et à la fin, on tombe d'accord parce qu'on a réussi ensemble à faire parler un bout du réel. Or là, on a donné la parole à des individualités ou à des gens qui, sur Twitter ou ailleurs, faisaient des proclamations individuelles, autopromotionnelles en général. C'est pas du tout comme ça que ça marche. Et donc on a distillé que la science est une affaire d'égos qui se combattent, qui débattent, comme on dit sur les plateaux de télévision, alors que, au contraire, la science pacifie les controverses par le fait que tout le monde est d'accord à la fin. C'est dans la période où on n'a pas les résultats que les discussions sont vives. Mais vous connaissez l'origine du mot débattre, c'est un mot du XIIe siècle. Débattre, c'est ce qu'il faut faire pour ne pas se battre. Et donc le débat, c'est tout le contraire de ce qu'ont fait Joe Biden et Donald Trump il y a quelques jours. On s'interrompt sans cesse. Non, débattre, ça suppose d'argumenter. Ça suppose de déployer des arguments longuement, de laisser l'autre plus de mal à le faire, puisque nous préférons, en tout cas sur certains médias c'est le cas, organiser des clashs, prendre une personne pour, une personne contre et les laisser s'invectiver, ce qui est tout le contraire du débat. Ce qui est tout le contraire du débat. Et ça me semble inquiétant parce que je pense que l'idée même de république a à voir avec le débat. Une république dans laquelle il n'y a pas de débat est une république qui ne ressemble pas à l'idée naturelle qu'on peut s'en faire. Merci.
Dans votre tract, vous évoquez à de nombreuses reprises la vérité. Vous parlez notamment du fait que nous évoluons aujourd'hui dans une ère de post-vérité, dans laquelle la société a la sensation qu'une vérité à laquelle on croit dure comme fer vaut mieux qu'une vérité scientifique non parfaite. Est-ce que vous pouvez détailler votre propos là-dessus? Bon, alors en fait, la vérité, c'est une question philosophiquement compliquée. Vous savez que les philosophes se sont battus pendant des siècles, ils continuent encore pour savoir quels sont les critères de la vérité. Est-ce que la vérité, c'est ce dont on ne peut pas imaginer de douter? Est-ce que la vérité ressemble à ce qui est vraisemblable? Est-ce que la vérité est cachée dans les choses? Et si c'est le cas, est-ce que la science peut aller les chercher? Ou est-ce que la vérité est ailleurs, dans le ciel des idées pures? Bon, tout ça, c'est très compliqué. Comme le disait Kant, on ne se mettra jamais d'accord sur les critères de la vérité. Et d'ailleurs, trouver ou chercher les critères de la vérité, c'est comme traire un bouc, dit Kant. Hein. C'est-à-dire, on peut y passer sa vie, mais il ne sortira rien de cette opération. Ce qui n'empêche pas la vérité d'exister. Parce que si vous dites la vérité n'existe pas, eh bien, vous dites une phrase qui se contredit elle-même. Puisque si la vérité n'existe pas, la phrase qui dit que la vérité n'existe pas n'est pas vraie. D'accord ? Donc vous devez supposer que la vérité existe, et la science, comme on l'a un peu dit tout à l'heure, ne répond pas à toutes les questions. La science ne répond qu'aux questions scientifiques, qui sont un tout petit nombre de questions par rapport à l'ensemble des questions que nous nous posons. Toutes les questions que vous posez vous-même pour orienter vos vies ou prendre des décisions, ou savoir même simplement comment vivre, sont des questions qui ne sont pas scientifiques. Les questions scientifiques, par exemple dans ma discipline, elles sont très peu nombreuses. Hein. Pourquoi est-ce que les glaçons flottent, alors que pour tous les autres corps, autres que l'eau, la phase solide coule dans la phase liquide, l'eau, non, les glaçons flottent. Bon, pourquoi? Est-ce qu'on peut comprendre pourquoi l'antimatière a disparu? Comment unir la gravitation, décrite par la théorie d'Einstein, qui est la relativité générale, et la physique quantique? C'est des questions comme ça, toutes simples. Il y en a très peu. Mais les questions que vous vous posez dans vos vies sont bien plus nombreuses. Qu'est-ce que ça veut dire être juste? Qu'est-ce que la liberté? Comment vivre ensemble? Etc., etc., qui sont des questions pour lesquelles la science n'apporte pas de réponse directe. Et donc le risque, c'est que nous jetions le bébé avec l'eau du bain. C'est-à-dire qu'au motif que la science ne répond qu'aux questions scientifiques, nous délaissions ce qu'elle dit pour répondre par d'autres moyens aux questions qui nous intéressent le plus. Simplement, moi, je me mets à la place d'un citoyen lambda, si j'ose dire. La science est tellement prolifique, quelle que soit la discipline qu'on choisit. Il y a tellement de résultats, tellement de publications, tellement de techniques, que la science, en fait, ou ce qu'elle dit, nous est parfaitement inaccessible, y compris pour les scientifiques. Vous demandez à un physicien des particules quelles sont les grandes problématiques de la physique du solide, mais il ne saura pas dire. Vous demandez à un biologiste quelles sont les grandes problématiques de la physique des particules, il ne saura pas dire, et réciproquement. Donc même les scientifiques sont incapables de saisir ce qu'on appelle la science dans son ensemble. Et donc dans cette confusion générale, vous devez orienter vos vies à partir de critères qui sont ceux qui sont à votre portée. Et ces critères, c'est votre ressenti, votre intuition, vos préjugés, votre éducation, vos références, les personnes qui pour vous font autorité, et vous allez entendre ce qu'elles disent sans vraiment exercer votre esprit critique, et vous allez comme ça vous trouver une trajectoire dans cette confusion générale, comme moi-même je fais. Comme moi-même je fais. Je ne suis pas en train de m'extraire de la collectivité pour dire que moi j'ai des méthodes particulières. Tout le monde est condamné à ce genre de pilotage. Et ça fait que finalement notre orientation est beaucoup plus déterminée par notre subjectivité que par l'adhésion à des résultats qui auraient été obtenus de façon objective. Et ça fait que voilà, l'opinion semble gagner, avoir une forme d'autorité qui est renforcée par le fait qu'aujourd'hui, et ça c'est une différence entre votre génération et la mienne, quand j'étais à votre place, Internet n'existait pas, et donc on avait des livres, un peu de télévision, et puis des journaux.
Or, ce qu'on lit dans les journaux, c'est quelque chose de très travaillé. Les journalistes ont enquêté, en tout cas, ils sont censés l'avoir fait, ils ont enquêté, ils ont appris à écrire en français de façon correcte. Et donc, quand on lit un journal, en tout cas à l'époque, il n'y avait pas de faute d'orthographe. Il y avait des discours, des articles plutôt argumentés, partiaux politiquement, évidemment. Lire un journal comme Le Figaro, ce n'était pas la même chose que lire Libération, il n'y avait pas les mêmes analyses. Mais à chaque fois, il y avait un travail d'enquête. Et puis, on allait au bistrot, et là, on entendait des conversations qui sont celles qu'on trouve aujourd'hui sur Internet. Sauf qu'aujourd'hui, sur Internet, il y a une abondance de commentaires qui font que votre intellect, votre intelligence est soumise à une multitude d'informations dont les canaux de propagation sont les mêmes que ceux qui transmettent des connaissances, que ceux qui transmettent des croyances, que ceux qui transmettent des opinions, que ceux qui transmettent des commentaires, que ceux qui transmettent des fake news. Et le fait que toutes ces choses dont les statuts cognitifs sont complètement différents circulent dans les mêmes canaux de communication fait que leurs statuts respectifs se contaminent. Par exemple, si j'explique dans un réseau social quelconque une connaissance scientifique, d'aucuns me diront quelle est la croyance d'une communauté particulière. Si j'exprime une croyance, on se demandera si cette croyance ne porte pas en fait une connaissance qu'on n'a pas prise assez au sérieux, par exemple. Et puis les commentaires seront considérés comme des analyses, etc., etc., de sorte que cette confusion générale va gagner tous les secteurs et vous serez finalement conduit, parce que votre cerveau, comme je l'ai dit, recherche une forme de confort, à circuler dans ce monde de l'information de telle sorte que ce que vous lisez ne contredit pas trop ce que vous pensez. Alors justement, Monsieur Klein, cette situation où, par exemple, vous l'avez très bien dit, sur les réseaux sociaux qui sont un petit peu le nouveau bistrot numérique, les opinions se confrontent et finissent par empoisonner une certaine parole, une vérité scientifique. Est-ce que cette situation n'est pas susceptible d'entraîner un délitement de la société? En d'autres termes, si la vérité scientifique n'est plus universelle et absolue, les hommes ne risquent-ils pas de se renfermer sur eux-mêmes et donc de ne chercher la vérité que là où elle leur est plaisante? Bon, c'est une question très compliquée, hein. Je pense qu'il y a en effet le risque que nous considérions qu'en République, nos croyances, nos sensibilités ne soient pas trop violemment heurtées. Pareil pour nos croyances. Et donc on pourrait réclamer que nulle part, dans le contact que nous avons avec l'extérieur, nous ne soyons soumis à des discours, à des images, à des dessins, à des caricatures qui viennent nous choquer. Et donc on pourrait dire, mais voilà, moi j'ai des croyances, elles sont sincères, et je demande qu'elles ne soient pas maltraitées par tel ou tel courant de pensée. Et je demande à être protégé de ces agressions. Et évidemment, pour cela, il y a une recette très simple, c'est de se retrancher dans une communauté qui pense comme vous, ou qui croit comme vous. Et donc, ce respect des sensibilités, par un effet assez pervers, milite pour instaurer une forme de communautarisme. Paul Valéry, non, c'est plutôt Bergson, il avait écrit un livre dans les années 20 sur la politesse. Et il militait pour ce qu'il appelait la politesse de l'esprit. En disant une société, c'est un système social dans lequel chacun peut parler à quiconque de ce qu'il fait, de ce qu'il pense, en respectant l'autre. Et on instaure ainsi un régime général de politesse. Ben, c'est très bien. Moi, je milite pour. Sauf que c'est un idéal. Et dans la vraie vie, on est malmené. On est parfois même insulté. Mais il faut l'accepter. La République, c'est le fait d'accepter d'être insulté. Sinon, on instaure un régime de censure qui est confortable, mais dont on voit qu'il va couper le lien social, il va rompre avec l'universel. Et si des idées nous semblent inacceptables,
plutôt que de demander à les censurer, il faut les combattre. Et moi, je préfère cette situation de combat plutôt qu'une forme de neutralité bienveillante, de politiquement correct, comme on l'appelle, dont on voit, si on prend l'exemple des États-Unis, à quel point ils communautarisent la société américaine. Aux États-Unis même, il y a dans certaines universités, on forme les professeurs pour qu'ils soient davantage armés pour gérer ce qu'on appelle là-bas l'épidémie des sensibilités. C'est l'idée qu'on a des étudiants qui ont des croyances sincères. Par exemple, il y a des étudiants qui pensent que la Terre est plate. Et ils le pensent sincèrement. Eh bien, leur sincérité doit être mise au crédit de la thèse qu'ils défendent. Et il faut respecter leur croyance au motif qu'elle est sincère. Et donc, si vous voulez leur expliquer que la Terre en fait est ronde, vous devez y aller en y mettant les formes, si j'ose dire. De même, quand vous faites un cours sur Darwin, il y a un petit panneau à l'entrée de l'amphithéâtre qui dit « Attention, ce cours peut choquer certaines sensibilités » pour ceux qui sont créationnistes. Je trouve que c'est trop de prudence. C'est trop de prudence. Et on peut tout à fait enseigner la théorie de Darwin sans prendre de précautions. Et d'ailleurs, vous voyez, il y a des sondages qui sont faits aux États-Unis qui montrent comment évolue au cours du temps le nombre d'Américains, on fait la même chose pour la France, qui adhèrent aux thèses de Darwin, qui sont d'accord avec les thèses de Darwin. Et en fait, le nombre, paradoxalement, il augmente. Est-ce que ça veut dire pour autant que les Américains connaissent les thèses de Darwin? Pas du tout. Ils sont d'accord avec Darwin. Mais quand on leur demande qu'est-ce qu'il a dit Darwin, ils ne savent pas dire. On retombe sur le problème de tout à l'heure. Et puisque vous êtes jeune, je me permets de raconter une anecdote. Mais il y a 1 an exactement, il y avait beaucoup de manifestations en France et ailleurs, dans les capitales, de jeunes qui manifestaient pour le climat, pour que les États prennent des mesures pour limiter les émissions de gaz à effet de serre et faire en sorte que le climat au XXIe siècle n'atteigne pas des régimes tellement extrêmes que certaines parties du monde seraient, au sens propre du terme, irrespirables. Enfin, l'air, en tout cas, serait irrespirable parce qu'à la fois trop chaud et trop humide. Et je suis allé voir le démarrage du cortège à Port-Royal et j'ai demandé à une dizaine de jeunes qui étaient là, je leur ai dit, si vous acceptez de parler avec moi, je vous paye une boisson au café du coin. J'en ai trouvé 10. Oui. Il y avait 3 qui étaient en terminale, 4 qui étaient en première année de faculté d'université en sciences, et les 3 autres étaient de Sciences Po. Et on a parlé longuement pendant 1 heure. Et j'étais absolument admiratif de leur maturité, notamment de leur maturité politique. Ils avaient une parfaite connaissance du dossier, ils connaissaient les accords de Paris, ils connaissaient les contraintes qu'il faut satisfaire dans nos modes de vie pour que la température n'augmente pas de plus de 2 degrés à l'horizon 2100. Enfin, ils avaient une connaissance du dossier climatique, en tout cas de l'aspect politique de la question, qui m'a littéralement surpris et positivement étonné. Et puis à la fin, je leur ai demandé, mais au fait, c'est quoi l'effet de serre? On brûle du charbon, du pétrole, du gaz. À la fin, on émet du CO2, gaz carbonique. Mais il y a déjà du gaz carbonique dans l'atmosphère, naturel, par les éruptions volcaniques. Alors je leur donne les proportions. Et je leur dis, ben voilà, nous on rajoute, par l'activité humaine, on rajoute tant. C'est que dalle. C'est rien par rapport à ce qui existe naturellement. Alors pourquoi vous vous inquiétez? Et puis c'est quoi le mécanisme? Qu'est-ce qui fait que la lumière qui vient du soleil traverse l'atmosphère, elle chauffe la Terre? Qu'est-ce qui fait que ça chauffe l'atmosphère plus qu'avant? Aucun n'a su répondre. Ce qui n'est pas grave, hein. Ils sont jeunes. Ils ont tout le temps d'apprendre. Mais à un moment, il faudra qu'ils apprennent. Pourquoi?
Parce que si on les met dans les pattes d'un climato-sceptique, ils vont être complètement retournés. Autrement dit, quand nous sommes militants, si nous n'avons pas une meilleure connaissance de nos connaissances, nous traitons en fait nos connaissances comme des croyances. Par exemple, dans cet amphithéâtre, je suis persuadé que tout le monde sait que la Terre est ronde. Je vérifie quand même. Bon. Mais est-ce que vous savez comment on l'a su? Est-ce que vous savez comment, dans l'histoire des idées, qui est longue, on a su que la Terre est ronde? Et on l'a su, je vous le rappelle, bien avant de le voir, bien avant qu'on puisse photographier la Terre depuis l'espace. En fait, il y a toujours eu des gens qui le savaient. La question, c'est comment on l'a su? Très peu de gens le savent. Beaucoup de gens pensent que c'est Galilée qui a démontré que la Terre est ronde. Il y a un film qui sort sur Marie Curie, là, ces jours-ci. J'ai entendu la bande-annonce. Et la bande-annonce met dans la bouche de Marie Curie une phrase selon laquelle c'est Newton qui a démontré que la Terre était ronde. Donc Magellan est parti sur une Terre plate. Donc tout ça est absurde. On a toujours su que la Terre est ronde. Mais comme nous ne savons pas dire comment on l'a su, nous traitons cette connaissance universelle comme si on l'avait apprise par un argument d'autorité. Or, j'insiste sur le fait qu'une connaissance, ce n'est pas la même chose qu'une croyance. Dire « je sais que la Terre est ronde », ce n'est pas la même chose que de dire « moi je pense qu'elle est ronde ». D'accord ? Et donc, il faut absolument, il ne s'agit pas d'apprendre, si vous voulez, tout ce que dit la science, c'est impossible. Il faudrait le cerveau de Einstein. Par contre, je pense qu'il serait utile, et même de salubrité publique, que dans tous les stades de l'éducation, depuis le primaire jusqu'aux études supérieures, une fois par an, un professeur ou l'instituteur raconte à ses élèves, l'assistance à ce cours serait obligatoire et non notée, pour ne pas créer de rapport traumatique à la science, les élèves auraient l'obligation d'écouter quelqu'un racontant en détail l'histoire d'une découverte. La vraie histoire, hein, pas la vulgate, pas la légende, la vraie histoire. Comment on a su que la Terre est ronde, comment on a su que l'atome existe, etc. Pour que les élèves, les étudiants ensuite, comprennent que les connaissances se sont imposées non pas parce qu'une majorité les considérait comme des croyances et c'est cette majorité qui aurait en fait remporté la partie, mais parce que des éléments de réalité sont venus trancher le débat en apportant des arguments qui ont fait que tout le monde est tombé d'accord. Et vous voyez, ça, parce qu'on dit qu'il faudrait enseigner l'histoire des sciences au lycée, c'est impossible parce que d'abord on n'a pas les professeurs pour le faire, c'est trop vaste, il y a trop de sciences, l'histoire est trop compliquée. Mais sur quelques exemples, on pourrait comprendre comment la méthode scientifique, même si elle se déploie de façon chaotique, finit par imposer un résultat qui, lui, est une véritable connaissance. Nous souhaiterions revenir maintenant sur votre domaine de prédilection, la physique, et plus particulièrement la physique quantique. Et enfin, on terminera sur le nucléaire. Je crois qu'il ne reste pas beaucoup de temps. La physique quantique est fascinante et nous emmène très loin de la conception intuitive newtonienne de ce que sont la matière et l'univers, que beaucoup de gens ont encore. Quels sont les aspects révolutionnaires de la physique quantique, en une personnalité marquante de son histoire ou sa découverte? En combien de temps 3 minutes? Non, je rigole. Vous avez dit un truc intéressant, vous avez dit la physique quantique rompt avec l'approche intuitive de Newton. En fait, Newton et Galilée, c'est déjà une rupture par rapport à l'intuition. J'ai un peu dit tout à l'heure, mais la physique classique, celle qu'on apprend au lycée, c'est une physique si on la prend au sérieux. C'est-à-dire, si on n'était pas si distrait lorsqu'on assiste à un cours de physique, on tomberait de sa chaise. Hein. À chaque fois que le professeur de physique raconte la physique de Newton, on devrait se dire, mais c'est incroyable ce truc, c'est pas possible, il s'est trompé. Par exemple, un des 3 principes fondamentaux de la mécanique de Newton, c'est ce qu'on appelle le principe d'inertie. Un corps qui n'est soumis à aucune force a un mouvement rectiligne uniforme. Vous avez déjà vu ça, vous ?
un mouvement inertiel. Moi, quand je fais du vélo, si je cesse de pédaler, le vélo s'arrête. Et Newton dit non, t'arrêtes de pédaler, le vélo continue indéfiniment. Donc on peut faire le Tour de France avec un seul coup de pédale. Mais alors pourquoi C'est le vélo absurde. s'arrête-t-il? C'est absurde. D'accord ? Et pourtant, c'est un des principes de la mécanique qui, si vous le prenez au sérieux, vous oblige à réinterroger l'expérience que vous avez du mouvement. Et vous dites, ben voilà, j'ai un mouvement inertiel, mais comme il y a l'air qui exerce sur moi une force de résistance, ben mon mouvement, en fait, il n'est pas soumis à aucune force, il est soumis à une force de résistance qui fait que mon vélo finit par s'arrêter. Donc vous changez complètement la lecture des phénomènes. Et après, ça peut vous mener très loin. Par exemple, vous allez dire, à partir du moment où vous prenez conscience qu'il y a de la gravitation partout, il y a des étoiles partout, des galaxies partout, qui créent de la gravitation. Donc, où que vous alliez dans l'univers, ben, il y a de la gravitation. Donc, qui exerce une force qu'on appelle le poids. Donc, il n'existe aucun lieu dans l'univers pour lequel vous puissiez dire qu'un objet est soumis à aucune force. Puisque où que vous soyez, et c'est vrai pour n'importe quel objet, dans l'univers, cet objet subit la force de gravitation. Donc l'énoncé à un corps qui n'est soumis à aucune force est un énoncé métaphysique dont l'actualité dans l'univers n'existe pas. C'est une phrase que vous ne pouvez appliquer à aucun objet présent dans l'univers. Et donc quand vous faites ce constat, et j'arrive à la physique quantique, ben vous dites, vous avez une sorte d'alternative qui a été d'ailleurs explicitement citée par un jeune homme qui à mon avis était plus jeune que vous, qui a dit, constatant ce que je viens de dire, soit on accepte de construire la physique sur du sable, c'est-à-dire sur un principe métaphysique dont la contrepartie physique n'existe pas. Soit, et c'est là que le jeune homme en question était assez génial, soit on démontre que la gravitation n'est pas une force. Parce que si la gravitation n'est pas une force, alors je pourrais dire d'un corps qui subit la gravitation qu'il n'est soumis à aucune force, puisque la gravitation n'est pas une force. Génial. Ce jeune homme, il s'appelle Albert Einstein. Et quelques années plus tard, en 1915, il publie une nouvelle théorie de la gravitation qui s'appelle la relativité générale, qui démontre qu'en effet, la gravitation n'est pas une force, mais une déformation de l'espace-temps. De sorte qu'un corps qui subit la gravitation, en fait, ne subit aucune force, mais suit dans l'espace-temps courbé une trajectoire curviligne, qu'en physique newtonienne, on interprète comme étant l'effet produit par une force attractive qui s'exerce sur l'objet. Einstein dit non, non, il n'y a pas de force attractive. Les objets ont un mouvement inertiel, ils vont en ligne droite, mais simplement dans un espace-temps courbé, les lignes droites tournent. Et c'est pour ça qu'on voit que les corps soumis à la gravitation ont une trajectoire curviligne. Non pas parce qu'une force s'exerce sur eux, mais parce que l'espace est déformé. Un truc génial. Oui, les petites lois qu'on apprend au lycée sont extrêmement profondes. Et la physique quantique, en fait, c'est un formalisme inventé par des jeunes physiciens dans les années 20 pour comprendre les atomes, leur façon d'émettre de la lumière, et qui, je ne sais pas comment ils ont fait, je n'arrive pas à comprendre comment, en si peu d'années, entre 1924 et 1927, autant de jeunes esprits ont pu collaborer pour mettre sur pied un formalisme avec des concepts qui n'ont aucune contrepartie dans la vie courante. Et ils ont inventé un formalisme mathématique absurde, mais qui, lorsqu'on l'utilise proprement, permet de prédire exactement les résultats qu'on obtient lorsqu'on fait une expérience avec des particules. Et aujourd'hui, le grand problème, ce qui fait que cette physique est fascinante et à la fois mystérieuse, c'est qu'on n'arrive pas à comprendre quelle image de la réalité elle nous donne. Puisque dans la vie normale, faire une mesure sur un système, c'est faire de la sténographie. Par exemple, je veux mesurer la vitesse d'une voiture, j'ai un radar qui va mesurer cette vitesse,
Et je suis persuadé que la vitesse de la voiture est une propriété qu'a la voiture et qui aurait été la même, avec la même valeur, que si je n'avais pas fait la mesure. Autrement dit, la mesure enregistre une propriété de la voiture qui est indépendante du fait qu'elle est mesurée. La voiture a une vitesse, que je la mesure ou non, peu importe, la voiture a une vitesse. Et la physique quantique vous dit non, non. Si tu mesures la vitesse de la voiture, tu obtiens une vitesse pour la voiture. Mais tu n'as pas le droit de dire qu'avant la mesure, la vitesse, la voiture avait une vitesse. Un argument que j'ai utilisé quand j'ai été flashé sur l'autoroute, en disant, monsieur le gendarme, j'ai été flashé à 145, mais en fait, avant le flash, ma vitesse était répartie sur tout un spectre qui contenait des valeurs inférieures à la limite autorisée, et donc vous devez retirer cette amende. Ça n'a pas convaincu. On souhaiterait juste aborder rapidement la question du nucléaire en France. Est-ce que vous pourriez juste nous rappeler brièvement comment fonctionne une centrale nucléaire, ainsi que le processus de stockage des déchets nucléaires qui soulève tant de débats? Alors, souvent, on dit le nucléaire, ça vient de E égale MC2. Bon. D'ailleurs, on associe la bombe ou même les réacteurs à E égale MC2. Évidemment, c'est faux, comme toujours quand on fait ce genre de simplification. Je vous rappelle que la formule E égale MC2 date de 1905, écrite par Einstein. L'uranium, on le connaît depuis la Révolution française. L'uranium en tant qu'élément chimique, il est connu depuis très longtemps. Et donc, s'il avait suffi d'avoir de l'uranium et la formule E égale MC2 pour avoir des réacteurs nucléaires ou des bombes nucléaires, eh ben, il y aurait eu des bombes atomiques pendant la Première Guerre mondiale. Donc le nucléaire, contrairement à ce qu'on dit partout, n'a rien à voir avec la formule E égale MC2. Bon. Ce qui a fait qu'on a commencé à parler de bombes atomiques et de réacteurs nucléaires, c'est un événement complètement fortuit qui n'avait été prédit par personne, y compris par les gens qui faisaient de la physique quantique, qui a été découvert, encore une fois, par hasard, en décembre 1938, dans un laboratoire allemand, grâce à l'analyse qu'on a faite une physicienne qui s'appelait Lise Meitner, qui était autrichienne, qui avait dû fuir l'Allemagne nazie parce qu'elle était juive. Elle travaillait donc, elle correspondait avec ces physiciens allemands depuis la Suède où elle était réfugiée. Et elle a compris que les résultats des analyses d'expériences menées par ce laboratoire, qui consistait à bombarder une cible d'uranium avec des neutrons, eh bien, l'impact des neutrons sur un isotope d'uranium particulier, qui est l'uranium 235, donc provoquait la fission de l'uranium. Phénomène qui n'a rien à voir avec la radioactivité. C'est qu'un gros noyau comme celui d'uranium, qui contient 92 protons et 143 neutrons, donc c'est un énorme noyau par rapport à l'hydrogène, bah vous le percutez par un petit neutron lent, il va se mettre à vibrer, à résonner, à être excité, et il va se couper en deux. Et en se coupant en deux, il va donc donner deux noyaux plus légers et émettre en même temps 2 ou 3 neutrons qui vont pouvoir percuter d'autres noyaux. Et en percutant d'autres noyaux, ils pourront les faire fissionner, etc. Et donc, on a là la possibilité d'une réaction en chaîne. Donc, à partir de janvier 1939, et surtout dans les mois qui ont suivi, jusqu'en mai 1939, eh bien, les gens vont commencer immédiatement à penser bombe atomique et réacteur nucléaire. Chose à laquelle personne n'avait songé avant. Donc le nucléaire a à voir avec la découverte accidentelle de la fission d'un isotope particulier d'uranium et non pas du tout avec des connaissances théoriques qui auraient été accumulées dans les années précédentes. Et d'ailleurs, il faut voir la vitesse à laquelle ça s'est passé. On voit la possibilité de réaction en chaîne en février 1939. Ça fait évidemment la une de l'actualité dans les laboratoires de physique. On se rend compte, grâce à Joliot Curie, qui dépose un brevet le 1er mai 1939, qu'on peut faire des bombes atomiques, brevet qui est secret. Et là, c'est panique à bord parce que on sait que les Allemands ont de très bons physiciens. C'est Hitler qui est au pouvoir, comme vous savez.
Et donc, on envoie des gens à Princeton pour voir Einstein. Einstein est très loin de tout ça. Einstein ne s'est jamais intéressé à l'interaction nucléaire. Et à force de lui expliquer, il comprend qu'en effet, on va pouvoir faire des bombes atomiques. Il écrit à Roosevelt, enfin ici une lettre écrite par d'autres qu'on envoie à Roosevelt, et c'est ça qui va lancer le projet Manhattan aux États-Unis pour la bombe atomique, parce que les physiciens américains qui recrutent beaucoup de physiciens européens qui fuient le nazisme ont peur qu'Hitler ait la bombe. Et après, on fait des réacteurs. Et donc, c'est basé sur le même mécanisme, simplement dans un réacteur, sur les 2 ou 3 neutrons qui sont émis par la fission, on cherche à éviter la réaction en chaîne, c'est-à-dire qu'il n'y en a qu'un seul parmi les 3 qui va percuter un autre noyau, de sorte qu'on va stabiliser la production d'énergie, qui vient du fait que quand vous prenez la masse des 2 noyaux issus de la fission, vous les mettez sur une balance, et vous comparez la masse de ces 2 noyaux à la masse de l'uranium de départ, vous verrez que cette masse est plus faible. Donc dans cette opération, il y a eu une perte de masse. Il y a de la masse qui a disparu. En fait, elle n'a pas disparu, elle s'est transformée en énergie par la formule de E = mc2. Et c'est cette énergie que vont emporter avec eux les produits de fission, les noyaux issus de la fission, qui vont chauffer de l'eau. En faisant chauffer de l'eau, et ben on peut faire de l'électricité. Voilà. Donc le nucléaire, c'est ça. Très bien. Alors, comme vous l'avez rappelé, ce qu'on maîtrise aujourd'hui, c'est la fission nucléaire et pas encore la fusion nucléaire. Alors, la fusion nucléaire, qu'est-ce que c'est brièvement? Donc, c'est la source d'énergie qu'il y a par exemple dans le Soleil. Et il y a un projet en ce moment sur lequel travaille notamment l'Union européenne avec d'autres pays, qui est le projet ITER, dont le but est de maîtriser cette fusion. Cependant, si cette quête de la fusion, elle suscite beaucoup d'espoir, elle suscite également beaucoup d'interrogations sur divers plans. Donc, par exemple, déjà écologique, est-ce que la fusion va être une énergie propre et donc écologique? Géopolitique, à qui va appartenir cette fusion? Et militaire, est-ce qu'on ne risque pas d'assister à une nouvelle arme de destruction massive dans un contexte qui est déjà ultra tendu par la bombe nucléaire? Donc c'est assez long. Là, on va recadrer les choses. La bombe A, c'est la bombe d'Hiroshima-Nagasaki, c'est la bombe basée sur la fission. Soit de l'uranium, soit du plutonium. Okay, c'est maîtrisé depuis longtemps. La bombe H, maîtrisée depuis longtemps elle aussi, est basée sur la fusion nucléaire, qui est l'inverse de la fission. On prend des noyaux légers, on les fusionne, et en les fusionnant, on a à la fin une masse qui est plus petite que la somme des masses de départ. Et donc là, c'est la fusion qui libère de l'énergie. Donc les bombes atomiques, H, on les a depuis longtemps. Donc la menace nucléaire que vous évoquez, elle est déjà présente depuis longtemps. Maintenant, le réacteur ITER qui est en construction à Cadarache, moi je le soutiens énergiquement, si j'ose dire, parce que nous sommes une génération qui a consommé plus de pétrole que toutes les générations précédentes. Et donc, ce n'est pas nous qui allons décider ou non d'utiliser des réacteurs de fusion dans le futur. Ce n'est pas nous. Par contre, c'est à nous qu'il incombe d'étudier la possibilité de le faire. Hein, c'est comme quand vous êtes invité par des amis à loger dans leur appartement, le frigidaire est rempli. Eh bien, avant de quitter les lieux, si vous avez vidé le frigidaire, vous refaites les courses. Ben, nous, c'est pareil. On a diminué le stock d'énergie fossile qui seront disponibles pour les générations futures. Nous avons le devoir d'étudier des systèmes de production d'électricité qu'ils pourraient utiliser s'ils en éprouvent le besoin et s'ils en ont la compétence et surtout s'ils en font le choix. Maintenant, toutes les discussions sur les risques associés aux réacteurs de fusion sont complètement à côté de la plaque. Je me souviens d'un ministre de la Recherche qui était climato-sceptique, avec qui j'avais eu un débat sur la fusion nucléaire. Et il avait dit à la télévision, c'est scandaleux de faire ça, il y a un risque de réaction en chaîne. Il n'y a pas de réaction en chaîne dans la fusion. Je vous rappelle le processus. C'est pas du tout comme dans les étoiles. Ça, c'est de la publicité. On dit il y a des réactions de fusion dans les étoiles, mais je vous rappelle que dans les étoiles, il y a d'abord de l'hydrogène, donc un proton. Un proton et avec un proton. Vous avez une collision entre un proton et un proton dans un cœur d'étoile à très haute température. Donc les protons ont beaucoup d'énergie. Est-ce qu'ils peuvent fusionner? Est-ce que vous connaissez des noyaux formés de 2 protons? Non, ça n'existe pas.
que les protons et une charge positive, ils se repoussent. Ils ne peuvent pas former un noyau stable quand ils sont deux. Donc la fusion de protons dans les étoiles, elle est impossible. Et pourtant, elle a lieu. Mais elle a lieu au prix d'une ruse de la nature. C'est que de temps en temps, un proton devient un neutron sans charge électrique par l'effet d'une interaction qu'on appelle l'interaction nucléaire faible, que vous avez peut-être appris sous le nom de radioactivité bêta. La radioactivité bêta, c'est un neutron qui devient un proton avec l'émission d'un électron et d'un neutrino. Dans le sens inverse, ça fait un proton qui devient un neutron avec l'émission d'un positron et d'un neutrino. Donc tout d'un coup, un des protons là devient un neutron. Plus de charge électrique, ils peuvent fusionner. Ça fait du deutérium, un isotope de l'hydrogène. Mais ça, c'est un processus tellement rare que le Soleil va mettre des milliards d'années pour brûler son hydrogène. Et donc, si vous prenez 1 mètre cube de Soleil, dans l'endroit où il est le plus chaud, où la densité est la plus grande, quelle est la puissance qui va rayonner? Ben, je vous le dis, c'est 800 watts. 800 watts par mètre cube. Votre corps, il rayonne 100 watts. Vous faites 1/10 de mètre cube en moyenne. Donc, par mètre cube, un corps humain rayonne 1 kilowatt d'énergie. C'est plus que le Soleil. Donc, vous imaginez l'Europe dépensant 10 milliards d'euros pour faire un réacteur de 1000 mètres cubes, celui d'ITER. Donc, chaque mètre cube rayonne 1 kilowatt. Vous seriez prêt à mettre 10 milliards d'euros pour produire, grâce à cet instrument qui est gigantesque, une puissance de 1000 kilowatts, c'est-à-dire 1 mégawatt, c'est-à-dire 1/1000 d'une centrale nucléaire? Non, ça ne vaut pas le coup. D'accord? Donc c'est évidemment pas du tout ça qu'on fait. Ce qu'on fait avec ITER, c'est qu'on ne prend pas de l'hydrogène. On prend des isotopes de l'hydrogène. Donc du deutérium et du tritium. Deutérium, c'est un proton, un neutron. Le tritium, c'est un proton, 2 neutrons. Vous faites un plasma, et là, les collisions font que les deux noyaux vont pouvoir fusionner, non pas par l'interaction nucléaire faible de tout à l'heure, mais par l'interaction nucléaire forte, qui, comme son nom l'indique, est forte. Donc beaucoup plus facile. Et en fait, le proton et le neutron du deutérium vont fusionner avec le proton et les 2 neutrons du tritium. Ça va faire un noyau avec 2 protons et 3 neutrons. C'est donc de l'hélium. 5, parce qu'au total, il y a 5 nucléons. Il n'est pas stable, donc il y a un des neutrons qui va partir. Ça va donner de l'hélium 4, 2 protons, 2 neutrons, et un neutron qui va partir avec une énergie de 14 MeV. Et ce neutron, et c'est la grande différence avec la fission, il ne va pas aller percuter un autre noyau. Le plasma est tellement peu dense qu'il n'y a quasiment pas de matière. La densité dans le plasma d'ITER est plus basse que la pression atmosphérique. Il n'y a rien dedans, c'est du vide. Du vide avec quelques noyaux. Et ce neutron de 14 mètres va percuter la paroi, déposer son énergie et chauffer de l'eau. Et avec de l'eau chaude, on fait du courant. Donc il n'y a pas de réaction en chaîne. Ce qui fait que la réaction a lieu, c'est le fait que le plasma est à 100 millions de degrés. Et si la température baisse, parce qu'il y a une fuite ou un incident, bah, les réactions s'arrêtent. Donc du point de vue de la sûreté, c'est parfait. Le problème, c'est que alors le deutérium et le tritium, c'est très abondant. Hein. Il n'y a pas de problème de ressources. Par contre, on ne peut pas faire de petits réacteurs. C'est soit gros, soit il n'y a pas. Parce que c'est non linéaire. Enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails. Et puis, il y a la question des matériaux qui feront la couverture dans laquelle viendront les neutrons de 14 MeV. Il faut des matériaux spéciaux. Et on ne sait pas si ils existent, s'ils sont suffisamment résistants et en abondance pour pouvoir servir à plusieurs réacteurs. Et de toute façon, la fusion ne sera pas prête avant 2060-70. Or, le problème qu'on a avec l'énergie, c'est à plus court terme. C'est 2050. 2050, il faut trouver des solutions. Comme vous le savez, toute l'énergie l'énergie qu'on consomme sur Terre est essentiellement fossile. Donc,
gaz à effet de serre. Est-ce qu'on continue? Est-ce qu'on trouve d'autres solutions? Les énergies dites renouvelables sont très peu abondantes. C'est en France quelques pourcents de l'électricité qu'on produit au total. Et d'autre part, il y a un abus de langage. Il n'y a pas d'énergie renouvelable, ça n'existe pas. Comme vous le savez sans doute, l'énergie, c'est une grandeur qui se conserve. Quoi que vous fassiez, à la fin, il y a la même quantité qu'au départ. Ça veut dire que vous ne pouvez pas produire d'énergie à partir de rien. Et même l'expression production d'énergie n'a pas de sens physique. La seule chose que vous puissiez faire, c'est prendre de l'énergie là où elle est. Donc pour avoir de l'énergie, il faut déjà en avoir. Okay? Et cette énergie qui est là, vous pouvez faire avec elle deux choses, et seulement deux choses. La première, c'est de transformer la forme de cette énergie. Par exemple, si vous avez de l'énergie électrique, vous pouvez la transformer en énergie mécanique ou en énergie thermique. La deuxième chose que vous puissiez faire, c'est prendre cette énergie et la transporter ou la transférer à un autre système. C'est tout. Et donc, vous devez raisonner en termes d'énergie. Vous devez questionner l'énergie à partir de cette contrainte. L'énergie se conserve. Ça veut dire qu'on ne peut pas en produire. Ça veut dire qu'on ne peut pas en consommer. C'est impossible de consommer de l'énergie. Quand vous mettez 1 litre d'essence dans le réservoir de votre scooter, vous roulez, vous allumez vos phares, vous transformez l'énergie chimique du pétrole en énergie cinétique de votre scooter, puis en énergie lumineuse si vous allumez vos phares, puis en frottement sur la route, puis en chaleur dans l'air. À la fin, vous mesurez toute l'énergie que vous avez transportée en quelque sorte, et vous verrez que c'est exactement la même quantité que celle qui était contenue dans le litre de pétrole. Donc vous n'avez rien consommé. Par contre, l'énergie qui était là au départ, qui était concentrée dans un petit volume, 1 litre, devient dispersée dans l'air, dans l'atmosphère. Autrement dit, en termes techniques, vous n'avez pas consommé d'énergie, vous avez créé de l'entropie. C'est-à-dire que cette énergie qui était très ordonnée, 1 litre de pétrole, c'est 7 kWh, ben vous l'avez dispersée. Vous avez dégradé sa qualité, puisque vous l'avez transformée en une énergie désordonnée qui est de la chaleur. Donc quand vous dites que vous consommez de l'énergie, en fait, vous ne le faites pas, vous dégradez l'énergie, sans changer sa quantité. Donc vous la dégradez qualitativement, sans la diminuer quantitativement. Et je pense que quand on a ça en tête, le rapport qu'on a avec sa mobilette ou son scooter est modifié. On dégrade l'énergie sans la consommer. Il n'y a pas d'énergie renouvelable. Pour la même raison. L'énergie se conserve. Donc ce qui est renouvelable, c'est le processus physique que vous utilisez pour avoir de l'énergie primaire. Par exemple, le vent. Il y a toujours du vent. Ou bien du soleil. Il y en a de temps en temps. Donc c'est ce processus-là qui est renouvelable. Mais une fois que vous avez extrait de ce flux primaire une énergie que vous avez transformée en entropie, mais c'est fichu. Vous allez pouvoir reprendre quelque chose dans le flux, mais ce n'est pas le même. Ce n'est pas la même énergie. Donc il n'y a pas d'énergie renouvelable. C'est un abus de langage. Et quand vous avez toutes ces contraintes en tête et que vous les couplez aux contraintes liées au changement climatique, à savoir que quand vous brûlez des énergies fossiles, vous chauffez l'atmosphère, mais vous êtes devant un problème. Vous êtes devant un problème. Et ce problème, votre génération va devoir le résoudre. Et comment vous faites? Il y a deux solutions. Soit vous traitez les énergies à partir de leur halo symbolique. Et moi, j'ai vu dans les manuels de 3e qu'on donne de physique, qu'on donne aux collégiens. Donc, il y a un chapitre sur les énergies, les bonnes énergies et les mauvaises énergies. Mais il n'y a pas de bonnes énergies. Ça n'existe pas. L'éolien, c'est bien, mais d'abord, c'est pas très puissant. Et puis,
puis ça marche que quand il y a du vent. Et quand il n'y a pas de vent, vous faites quoi? Vous devez avoir des centrales thermiques, par exemple, ou au gaz ou nucléaire, qui donnent de l'électricité quand il n'y a pas de vent. Et puis la lumière du soleil, elle n'est pas là tout le temps. Donc qu'est-ce que vous faites pour la nuit? Donc tous les systèmes dits renouvelables doivent être doublés par des systèmes qui marchent quand il n'y a pas ces sources d'énergie primaire. Donc c'est un problème vraiment intéressant, très difficile techniquement, et il y a des choix à faire. Et là encore, je pense que la militance doit se décorréler, doit se corréler à la compétence. Fermer Fessenheim, par exemple. Moi, j'ai rien pour ni contre. Pourquoi pas? Mais quand même, j'aurais aimé qu'on m'explique. J'aurais aimé qu'on m'explique pourquoi on ferme Fessenheim. Est-ce que c'est simplement un symbole d'une alliance entre tel parti et tel autre pour des élections à venir? Ou est-ce que ça correspond à une nécessité technique, parce que la centrale serait vieille, alors qu'on a changé ses pièces et on l'a même modernisée? Est-ce que le fait de l'arrêter conduit les Allemands qui achetaient cette électricité à rallumer des centrales au charbon? Voilà. Moi, j'aimerais qu'on m'explique. J'aimerais qu'on débatte. Et j'aimerais qu'on trouve un système d'ingénierie sociale qui permette qu'on organise de véritables débats dans lesquels on trace la frontière a priori entre, disons, l'expertise, parce qu'il faut quand même savoir de quoi on parle, la discussion démocratique et puis la décision politique. On se met d'accord à l'avance sur la procédure. Et à la fin, une décision est prise et on l'accepte même si on n'est pas d'accord avec cette décision au motif qu'elle a été prise en respectant un protocole. De même que vous acceptez le résultat des élections présidentielles parce qu'elles sont régies par des règles qu'on a acceptées, qui sont dans la Constitution. Et donc, vous acceptez le résultat parce qu'il est conforme à la procédure. Et on peut imaginer des solutions alternatives comme la Convention citoyenne sur le climat, dont vous avez certainement entendu parler. Moi, j'applaudis l'idée, mais je n'arrive pas à comprendre qu'on s'y soit aussi mal pris. C'est même incroyable. On prend 150 personnes tirées au sort. On les forme en les faisant discuter avec des experts sur le climat, l'énergie, etc. À la fin, ces personnes émettent des propositions. 125. Très bien. Mais est-ce qu'elles sont représentatives? Est-ce que ces propositions ont du sens? Est-ce qu'elles doivent faire autorité? Ça, c'est une très bonne question. Il y avait une façon très simple de donner à ces propositions beaucoup plus de force qu'elles n'ont aujourd'hui. C'est de faire 2 conventions citoyennes. Pas très compliqué. On prend 150 personnes, tirées au sort. On les forme avec des experts. On en prend 150 autres, tirés au sort. On les forme avec d'autres experts sur les mêmes sujets. Ces 2 groupes ne se connaissent pas. Ils s'ignorent mutuellement. On prend les 125 propositions du premier groupe, les 125 propositions du deuxième groupe, et on les compare. Si elles n'ont rien en commun, ça veut dire que c'est complètement arbitraire. Ça dépend du tirage au sort, ça dépend du poids des experts, ça dépend de ceux qui ont pris la parole dans les groupes. On sait qu'il y a toujours des meneurs. Ce sont les meneurs qui ont imposé leurs propositions. Si au contraire, les 2 groupes proposent des choses qui se recouvrent, par exemple, s'il y a 80 propositions sur les 125 qui sont communes aux 2 groupes, ça donne une force incroyable. Ça veut dire que ces propositions correspondent à quelque chose qui transcende l'arbitraire du tirage au sort. Et là, je ne comprends pas comment on a pu passer à côté de cette solution qui est quand même très simple et qui, en termes de complexité, ne demande pas plus d'efforts que de faire une seule convention citoyenne. Merci beaucoup Étienne Klein pour cette conférence. Nous allons maintenant désormais passer le micro à Manal qui va passer à la partie du Fast and Curious. Bonsoir Monsieur Klein.
Donc on va passer au Fast and Curious. Est-ce que vous connaissez le principe d'un Fast and Curious? On m'a expliqué tout à l'heure, mais j'ai pas compris. D'accord. Je suis moins bon en vulgarisation que vous. Peut-être que je suis pas attentif. Alors en fait, c'est très simple. Vous allez avoir 2 propositions qui vont s'afficher sur l'écran juste en face de vous. Et on va vous demander d'en choisir une sans justification particulière, ou du moins une justification brève. Donc c'est parti. Physique ou métaphysique? Les deux, mon capitaine. Alors attention, vous n'avez droit D'accord. qu'à un seul joker. Donc là, vous l'avez déjà utilisé. Ultracrépidarianisme ou ipsédixitisme? Ultra-crépidarianisme. Parfait. Vulgarisation ou enseignement? Enseignement. Modèle quantique de Schrödinger ou mécanique ondulatoire de Louis de Broglie? Schrödinger. Très clair. Espace ou temps? Temps. En tout cas, le concept est bien compris. Monisme ou dualisme? Dualisme. Héraclite ou Parménide? Héraclite. Alors, pour préciser un petit peu, peut-être que vous pouvez un petit peu expliquer pourquoi, parce que je pense que ça risque Ah, mais je d'être sais un pas. peu... Non, d'accord. Parce que je dois nommer la chose que je préfère. Bah oui, c'est un choix en fait, donc... Non, mais jusqu'à maintenant, ça va à peu près. Mais il y a des cas où c'est pas ce que je préfère, mais ce qui est vrai. Par exemple, Schrödinger, c'est plus vrai que le modèle de de Broglie. D'accord. Donc là, vous êtes plus en accord avec Héraclite qu'avec Parménide. Héraclite, oui, il avait raison. D'accord. Voilà. Très clair, encore une fois. Alpinisme ou ultra trail? Mais comment choisir? Le joker est grillé. Alpinisme. ESCP Business School ou Central Paris? Moi, j'ai envie de ressortir vivant, donc SCP. En toute objectivité, bien On a sûr. le droit de mentir aussi. Et enfin, les mardis de l'ESSEC ou Tribune ESCP? Pareil. Tribune SCP. Très bon choix. Merci beaucoup. Merci. Alors, parce qu'il reste malheureusement plus beaucoup de temps après cette conférence très riche en enseignements, est-ce qu'il y aurait des questions dans le public? 1, 2. Est-ce que ça marche? Ah, il y a une question au fond. Il y a des questions? Au fond, Ouais, au fond, au fond. Ok, Ne vas-y. vous battez pas. Bonjour, vous m'entendez? Oui, ok. Vous avez dit que la militance, elle était décorrélée de la compétence. Et pour revenir à l'exemple que vous avez cité sur Fessenheim, qui aurait pu être utilisé comme argument politique, je me demandais comment un citoyen, justement devant une figure d'autorité politique, pouvait justement s'émanciper de cette figure-là pour pouvoir justement exercer son jugement. Et comment ne pas être pris dans le piège d'une figure d'autorité qui nous mettrait, comment dire, nous empêcherait d'avoir un jugement objectif par rapport à une information donnée. Merci pour cette question. En fait, elle est trop difficile pour moi. Je ne peux pas vous dire comment il faut réformer à la fois notre façon de penser, la façon dont l'information doit être proposée, comment elle doit circuler. Mais on pourrait imaginer quand même des choses assez simples. Par exemple, quand un sondage est publié, un sondage dit d'opinion, qui montre de façon objective qu'une grande partie de la population se trompe à propos d'une certaine question, pourquoi au journal de 20 heures ne pas dire, voilà, un tel sondage est paru, montre qu'une majorité de Français pensent que, or, ce qu'ils pensent n'est pas vrai. Donc les corriger par le biais des sondages. Par exemple, quand il y a eu ce fameux sondage que j'évoquais tout à l'heure, pourquoi ne pas dire au journal de 20 heures, ce médicament n'a pas fait ses preuves, donc personne ne sait s'il est efficace. D'ailleurs, la question... À votre avis, est-ce que... En fait, non, si on regarde le sondage, c'est pas à votre avis. C'est est-ce que tel médicament est efficace? On s'est adressé aux gens comme s'ils étaient experts. Ou un autre exemple, il y a quelques mois ou quelques années, un sondage a montré que 72% des Français pensent que le nucléaire émet des gaz à effet de serre.
Alors on peut penser tout le mal qu'on veut du nucléaire, mais pas lui faire ce reproche. Et donc si un sondage est publié, eh bien, quelqu'un vient expliquer le soir que non, le nucléaire n'émet pas de gaz à effet de serre. Il a d'autres défauts qu'on peut citer, mais on ne peut pas lui faire porter tous les défauts possibles. Et voilà une pédagogie qui serait une sorte de correction des sondages. Vous savez, l'Europe a mis sur pied 10 questions qui sont posées tous les ans à un pays de l'Union européenne pour voir comment évoluent au cours du temps les connaissances scientifiques des populations. Il y a 10 questions, et parmi ces questions, il y a est-ce qu'il est vrai que la Terre tourne autour du Soleil? Alors la bonne réponse est oui. Je sais qu'il faut répondre oui. Mais en fait, c'est faux. C'est faux. Parce que quand vous dites la Terre tourne autour du Soleil, vous sous-entendez que le Soleil est un référentiel particulier. Qu'en fait, le Soleil, c'est le centre du mouvement. Or, j'en ai un peu parlé tout à l'heure, il y a une révolution qui a été faite par Einstein en 1915 qui change complètement la façon de comprendre la gravitation. Et le principe de base de la théorie d'Einstein, c'est le fait qu'il n'existe aucun référentiel dont le statut soit particulier. Ça veut dire que il y a une sorte de démocratie des référentiels. Tous les référentiels sont absolument équivalents. Et quand vous changez le référentiel que vous choisissez comme référence, évidemment, ce que vous voyez n'est pas la même chose, mais les lois physiques qui pilotent ce que vous voyez sont les mêmes partout. Et là, je suis désolé, mais quand vous prenez comme référentiel la Terre, le Soleil tourne autour. Okay? Donc, vous voyez qu'il y a des vérités de science qui doivent être remaniées pour tenir compte de l'évolution des connaissances. Et en fait, ce qu'il y a de particulier, c'est que quand vous prenez comme référentiel le Soleil, alors les trajectoires des planètes autour de ce centre sont des ellipses. C'est ça qu'il faut dire. Mais si vous allez sur Mars et vous regardez les planètes du système solaire depuis Mars, bah vous verrez qu'elles tournent aussi. Donc vous voyez, il y a toute une pédagogie qui pourrait s'appuyer sur nos connaissances, ou nos croyances plutôt en l'occurrence, en les corrigeant. Et en les corrigeant, on apprend des choses aux gens. Et moi je le vois bien quand je fais des cours à mes étudiants de Centrale Supélec, je vois bien que voilà, ça les tourmente, ça les intéresse, ça les excite de voir qu'il y a certaines vérités de science qui doivent être remaniées. Par exemple, par des expériences de pensée. Vous imaginez que vous savez que la Terre tourne autour du Soleil. En tout cas, ce qu'on est invité à croire, sous l'effet de la gravitation. Maintenant, expérience de pensée, vous imaginez que vous remplacez la Terre qui tourne autour du Soleil par une cacahuète. Donc à la place de la Terre, vous mettez une cacahuète. Question, quelle est la trajectoire de la cacahuète? Vous la mettez au même endroit que la Terre avec la même vitesse. Quelle est la trajectoire de la cacahuète? Là, beaucoup de gens disent la cacahuète part à l'infini. Elle sort du système solaire. D'autres disent elle va tomber sur le Soleil. Puis il y en a qui disent ils sont sans opinion. C'est les 21% de tout à l'heure. La bonne réponse, c'est que la cacahuète va avoir exactement la trajectoire de la Terre. Autrement dit, le mouvement d'un corps dans un champ de gravitation est indépendant de sa masse. Or, vous avez au lycée étudié les lois de Newton de la gravitation. Donc vous savez très bien démontrer ce que je viens de dire avec les équations. Mais vous avez les équations, mais vous continuez à comprendre la gravitation comme Aristote. C'est-à-dire, en gros, ça dépend de la masse. Plus c'est lourd, plus ça tombe vite. Ce qu'il faut. Et donc, vous voyez, un bon exemple où, par des situations assez simples comme celles que j'ai évoquées, on pourrait apprendre aux gens à se méfier de leurs intuitions, à leur méfier de leurs réponses spontanées, à se méfier de leurs opinions. Et c'est là que ça devient intéressant parce que
finalement, la meilleure façon pour le faire, c'est le paradoxe. C'est quand votre pensée est soumise à un paradoxe qu'elle accepte de se remanier. Et donc, l'esprit critique dont tout le monde vante les mérites aujourd'hui, il faut s'en méfier, parce qu'il est comme le cholestérol. Il y a le bon et le mauvais. Je vous rappelle que les platistes, ceux qui pensent que la Terre est plate, ils se réfèrent à l'esprit critique. Les gens qui contestent Darwin, ils se réfèrent à l'esprit critique. Donc le bon esprit critique, c'est celui qu'on exerce non pas sur la pensée des autres, mais sur sa propre pensée. Il faut soumettre sa pensée à des arguments qui pourraient la malmener et voir si elle est capable de résister ou si elle doit plier. Et si elle plie, de temps en temps, pas toujours, c'est que vous avez une intelligence ouverte. Si au contraire, votre cerveau trouve toujours les moyens de résister, c'est que vous êtes dans la croyance tout en croyant penser. Merci pour cette réponse. Est-ce qu'il y aurait une deuxième question? Vous avez dit tout à l'heure à la question monisme ou dualisme. Dualisme, vous pouvez expliquer pourquoi? Pourquoi j'ai choisi le dualisme? Tout simplement parce qu'en physique, comme vous le savez, on utilise des équations, des formalismes, des lois physiques qui s'expriment sous la forme d'équations différentielles ou d'autres équations. Et en fait, on n'est absolument pas capable de dire quel est le statut des lois physiques. Je vous donne un exemple. Imaginez que l'univers a une origine. Dire que l'univers a une origine, ça veut dire qu'il a été précédé par rien. Il n'y avait rien, puis tout d'un coup, il y a quelque chose. Ce qui n'est pas une chose dont on soit sûr. Le Big Bang, ce n'est pas l'origine, mais je ne vais pas rentrer là-dedans. Mais imaginez donc qu'il y a eu rien, puis il y a eu quelque chose, et dans cet univers qui apparaît, surgissent les deux premiers électrons. Qu'est-ce qu'ils vont faire, les deux premiers électrons? Ils vont se repousser par la force électrique, qui est, comme vous le savez, toujours répulsive. Mais pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que je l'ai appris à l'école. J'ai appris la loi de Coulomb à l'école. Les lois de l'électricité, je les ai apprises sur un tableau noir. Mais les deux premiers électrons, eux, qui ne sont pas allés à l'école, comment ils savent qu'ils doivent se repousser? Est-ce que cette loi est inscrite en eux? Est-ce que c'est une loi qui est écrite sur un tableau noir? Ou est-ce que dans une ébauche de démocratie participative, ils discutent avec l'univers en lui disant, voilà, on a une charge électrique, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? On se repousse, comment, avec quelle loi, etc. Vous riez, mais en fait, personne ne sait répondre à cette question. Autrement dit, est-ce que les lois physiques sont immanentes ou est-ce qu'elles sont transcendantes? Une autre façon de poser la question, c'est, à votre avis, si vous admettez que l'univers a une origine, est-ce que vous pensez que son arsenal législatif a préexisté à son apparition? Autrement dit, est-ce que les lois physiques préexistaient à l'univers physique? Ou est-ce qu'elles sont apparues en même temps que lui? Comme nous ne savons pas répondre à cette question, je propose, à titre de précaution, de choisir l'hypothèse dualiste, celle de Platon dans le Timée, à savoir qu'il y a les idées pures, les concepts, les lois, la matière qu'il appelle la chora, qui est une matière informe. Et puis entre les deux, entre ces deux mondes, d'où le dualisme, il y a un démiurge, comme il dit, qui regarde les idées pures, il les contemple, puis avec sa main, sans quitter du regard les idées pures, il essaie de donner à la matière la forme qui correspond aux idées pures. Il voit des cercles, il essaie de former des cercles avec sa main. Évidemment, ce n'est pas très précis parce qu'il n'a pas. Donc l'univers serait une sorte d'image imparfaite du monde des idées. Et moi, je pense qu'en physique, il y a cette ambivalence qui est un dualisme entre les expériences, le monde empirique, et puis les lois physiques qui permettent de le comprendre, dont on ne sait pas trop dans quel univers elles sont. Vous avez des souvenirs d'expériences de lycée, je pense, où vous avez des travaux pratiques. Par exemple, en électricité, vous construisez un circuit électrique élémentaire avec une résistance, un voltmètre, différents instruments, différents appareils de mesure. Vous faites un calcul au tableau, vous écrivez une équation, vous faites une application numérique
qui vous dit, par exemple, que dans l'expérience que vous avez montée, la valeur du courant doit être de 3 ampères. Vous mesurez, vous trouvez 3 ampères. Mais c'est incroyable, ça. D'où vient qu'un résultat expérimental dans le monde empirique corresponde à un calcul que vous avez fait au tableau? On est tellement habitué qu'évidemment on ne s'émerveille pas, mais quand on y réfléchit, il y a un mystère. D'où vient que depuis Galilée, les physiciens utilisent les mathématiques pour exprimer des lois, et d'où vient que ça marche? C'est quand même incroyable que ça marche. Donc je reste dualiste jusqu'à preuve que je me trompe. Merci Monsieur Klein pour ces réponses. C'est déjà la fin de cette conférence. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Ça nous a fait extrêmement plaisir et ces débats étaient passionnants. Merci à nos partenaires, les médias Business School et Monde des grandes écoles et universités, ainsi qu'au Champagne Jacquino et Fils. Merci ce soir à l'association LiveShot ESCP qui a pris les photos, donc à Alix et Tiffany. Merci à Abigail et Théophile qui sont tout en haut à gauche et qui ont filmé l'ensemble de la conférence. Et merci à vous, cher public, d'avoir été si nombreux ce soir, en présentiel et en ligne, parce qu'ils étaient aussi très nombreux. Donc merci à vous. Nous recevrons demain M. François Ruffin à 18h dans le même amphi. Et nous vous souhaitons une excellente soirée. Merci encore.